What is up, family? We have another Patreon request. I think this one's really old, but I finally got to it. We got 77 facts, 77 incredible facts that you shouldn't ignore about France. Right? I think that's what it says. Attends, il faut faire the crazy math. 77, which is 60 plus 17. 77 faits. Facts. Incroyable. Que tu ignorais sur la France. This should be good. 77. Let's see if I know some. I mean, come on. We've been doing some French content for a long time. Salut Internet et salut la France. Aujourd'hui, on reste chez nous pour découvrir 77 faits surprenants et insolites sur notre pays. Entre anecdotes méconnues, histoires décalées et quelques mystères évidents. Ah, je sais là, je le sais. Évidemment, on va explorer tout ce qui rend la France unique et fun. Préparez-vous à être surpris les gars, c'est parti! Et il faut que je commence par un hommage à toutes les villes de France aux noms improbables. À tous les Arnaque-la-Poste, Gland, Saligo, Bouc étourdi, Bourré, et à toutes celles qui ne peuvent pas se retrouver dans cette vidéo pour des questions de monétisation. On a envie de comprendre comment vous êtes arrivé là en fait. Il y a même une commune dans la Somme qui s'appelle I. C'est un Y mais ça se prononce I. Par contre, le nom des habitants de Y vient du grec, les Ypsiloniens. Marie-Antoinette, qu'on a vu d'ailleurs dernièrement sans tête, a en quelque sorte créé un métier, celui de coureur de vin. Il s'agissait pour l'employé de suivre la reine partout dans ses déplacements pour qu'elle ait à disposition en permanence du vin et de la nourriture. Une centaine de wallabies sauvages vivent en France. Et je vais même pas vous douiller en disant que c'est en Nouvelle-Calédonie, proche de l'Australie ou je sais pas quoi. Ah non, pas du tout. Ils se trouvent dans la forêt de Rambouillet, les gars, à 1 heure de Paris. En fait, dans les années 70, un petit groupe s'est échappé de la réserve zoologique du château de Sauvage. Et puis au fil du temps, ils ont été rejoints par d'autres qui se sont aussi échappés. Et malgré tout, c'est extrêmement rare de les voir. Ils savent bien se planquer. Et malheureusement, dernièrement, cette population est vraisemblablement en train de disparaître. Parce que même s'ils ne sont pas chassés, ils sont pas protégés pour autant. Le fameux pain au chocolat ou chocolatine, il faut qu'on en parle et que vous en débattiez en commentaire pour faire plein de référencements à cette vidéo, c'est important. Bon, qui a raison? En vrai, on s'en fout un peu. La preuve, j'étais pain au chocolat avant de déménager à La Rochelle. Mais je me suis quand même demandé d'où venait le terme chocolatine. Eh ben, les théories sont surprenantes. Peut-être un suffixe in, comme dans nougatine, ou une traduction de chocolate in bread par les Anglais. Chocolate in. Bon, c'est très probablement faux, mais ça reste marrant comme théorie. La plus probable, c'est que ça vienne de l'occitan chocolatina, qui veut dire petit chocolat. Marguerite Perey est une physicienne qui a isolé l'élément chimique francium en 1939. Et oui, un élément chimique nommé en l'honneur de la France, c'est beau. À ce que je sache, il n'y a pas de laotium ou de nouvelle-zélandcium. Ce que j'aime quand je visite un lieu, c'est tomber sur le petit détail que peu de gens voient. On peut évidemment me raconter toute l'histoire d'un château, sa construction, sa fonction. C'est très cool, ça va m'intéresser, certes, mais c'est pas forcément ce que je retiens. Moi, ce que je retiens, c'est des détails du genre, dans le château de Chantilly, au nord de Paris, il y a une pièce qui s'appelle la Grande Singerie. On y trouve plein d'éléments décoratifs qui représentent des actions humaines effectuées par des singes. On peut donc voir, entre autres, un singe musicien, un singe peintre, un singe porte-étendard, un singe champion du monde de Yu-Gi-Oh! Franchement, ils étaient en avance sur leur temps. Philippe Petit appartient à ce genre de personnes considérées aujourd'hui comme des légendes, mais sa réputation s'est jouée à un fil. C'est un funambule, Philippe, qui a tendu un fil entre les tours jumelles et qui en a fait la traversée de manière totalement illégale. Je vous recommande vivement ce documentaire, Le Funambule en français, si vous voulez connaître son histoire. Tenez, parlons vite fait d'un des plus grands mystères de France, la bête du Gévaudan. Entre 1764 et 1767, cette créature a semé la terreur dans les régions actuelles de Lozère, Cantal et Haute-Loire. On raconte qu'elle aurait attaqué des dizaines, voire des centaines de personnes. À l'époque, certains pensaient qu'il s'agissait de l'œuvre d'un loup-garou. Les théories, ça va d'un animal égaré, comme une hyène, voire un lion, sacré détour quand même, hein, la Lozère pour le lion, jusqu'à un groupe de grands loups. En tout cas, malheureusement, il est quand même très peu probable qu'on ait un jour la vérité sur cette affaire.
Pourquoi les départements français sont comme ça? Qui a décidé de ce découpage? Quand et pourquoi? Eh bien, c'est très simple, on a des réponses à tout ça. Ça date de la Révolution française. À l'époque, ils ont voulu rompre avec l'organisation d'avant, on cherchait quelque chose de simple, cherchait quelque chose d'homogène, d'égalitaire, et surtout, il y avait une règle. Il fallait que chaque chef-lieu soit à une journée aller-retour de cheval pour tous les citoyens. Donc, ils ont d'abord fait un quadrillage qui a servi de base à l'ébauche des divisions, car très vite, ça ressemblait à ça. Et pendant mes recherches, je suis tombé sur une carte qui répertoriait les quelques 130 départements français en 1812, de l'Espagne à l'Italie jusqu'au sud du Danemark. C'était grand à un moment l'Empire français, même si je précise que pour la plupart d'entre eux, cette configuration n'a pas tenu plus de 2 ans. Et prudence, parce qu'à l'époque, entre les bouches de l'Elbe en Allemagne et les bouches de l'Ebre en Espagne, si on voulait recevoir un colis Amazon et qu'on écrivait un peu mal une petite lettre de différence, et hop, détour d'environ 2000 km pour le colis. Au cours de son histoire, la place des Vosges à Paris a eu plusieurs noms. La place royale, la place des fédérés, la place de l'indivisibilité. Et si aujourd'hui elle porte ce nom, c'est parce qu'à l'époque, on a demandé aux départements de payer leurs impôts afin de renflouer les caisses du pays. Et le premier à l'avoir fait, c'est les Vosges. Donc pour le féliciter, la place des Vosges. Le cagou est un oiseau endémique de la Nouvelle-Calédonie. Il est incapable de voler et sa parade nuptiale est trop cool parce qu'elle est un petit peu ridicule quoi. Non mais regardez-le là. Non mais il me fume. Et malgré ça, la ville de Nouméa l'a mis à l'honneur parce qu'il est présent sur ses armoiries. La plus grande cousinade du monde a été organisée, non pas dans le Nord, mais en Vendée. Plus de 4500 descendants, sur les plus de 30 000 recensés, se sont retrouvés en 2012 pour battre ce record du monde. Ils descendent tous d'un couple de laboureurs du XVIIIe siècle. Melchisedec Thévenot est un physicien français du XVIIe siècle qui est l'inventeur du niveau à bulles. Non mais attendez, c'est hyper important de lui rendre hommage. Vous vous en rendez pas compte? Vous imaginez la tête de nos maisons sans niveau à bulles? Et sinon, rien à voir, il a aussi écrit un livre qui s'appelle L'art de nager. Et c'est là que ça devient encore plus fun. Benjamin Franklin, l'inventeur américain, aurait testé toutes les nages décrites par Thévenot. Je vous jure, le bouquin est incroyable. Il donne plein d'astuces sur comment nager avec une crampe, par exemple, ou quelle nage utiliser. How to swim with a cramp. Et pour transporter un objet tout en le gardant au sec. Apparemment, faut garder une jambe en l'air. Non mais c'est pas commun comme vie pour un physicien. L'Arc de Triomphe accueille la tombe du soldat inconnu. Et il n'a pas été choisi au hasard. Enfin, pas tout à fait au hasard. En 1920 a eu lieu la cérémonie du choix. Un rescapé de la guerre a été désigné pour choisir le cercueil qui reposerait sous l'Arc de Triomphe. On lui a présenté 8 cercueils de soldats anonymes et donné un bouquet qu'il a dû poser sur le cercueil de son choix. Il a opté pour le 6e parce que c'était un numéro symbolique pour lui. Et les 7 soldats non retenus, eux, reposent à la nécropole de Verdun, dans le carré des 7 inconnus. Le premier saut en parachute réussi de l'histoire s'est fait dans le parc Monceau à Paris. En octobre 1797, André-Jacques Garnerin a fait un saut de plusieurs centaines de mètres pour tester son invention. À ce moment-là, on était à mi-chemin entre un parachute et une sorte de petite montgolfière. En tout cas, tant mieux qu'il ait réussi parce qu'à l'époque, les gens qui aimaient bien les montgolfières, on les prenait un peu pour des fous. Rennes-le-Château, c'est un petit village de l'Aude typique, calme, tranquille, sauf au 19e siècle. Un curé débarque et se met à rénover l'église du village. L'abbé Saunière prend la bétonnière et c'est parti. Mais les gens s'interrogent, d'où vient tout l'argent que Saunière dépense? Surtout que son train de vie semble avoir drastiquement changé. Pour vous dire, il était même surnommé le curé au milliard. Il roulait presque dans une calèche en or. À partir de là, plusieurs théories complètement dingues ont émergé. Il aurait trouvé un trésor templier, un trésor cathare, ou encore carrément le trésor des rois de France. Ou juste il piquait dans la caisse de la paroisse. La France est le pays qui compte le plus de fuseaux horaires au monde, 13 au total, grâce à ces territoires dispersés aux 4 coins de la planète. En tout, 4 présidents français sont décédés alors qu'ils n'avaient pas fini leur mandat présidentiel. 2 d'entre eux, Sadi Carnot et Paul Doumer, ont été assassinés. Georges Pompidou est décédé de maladie et un autre, Félix Faure, d'un AVC. L'histoire de ce dernier est cultissime, car on raconte qu'il aurait perdu la vie alors qu'il prenait du bon temps avec sa maîtresse. Cette dernière a d'ailleurs été surnommée la pompe funèbre. L'élégance à la française. Par contre, ce qu'on raconte moins, c'est que ces obsèques à Félix Faure ont été marquées par une tentative de coup d'état de la part d'un groupe nationaliste qui voulait, entre autres, s'emparer du palais présidentiel. Mais le manque d'organisation a fait de cette tentative un énorme fiasco. Au 19e siècle, un insecte provenant des États-Unis décime les vignobles français et plus généralement ceux d'Europe. L'industrie du vin est menacée et pour éviter sa destruction, on prend la décision de greffer des pieds de vigne américains sur des vignes françaises.
française. Et c'est comme ça qu'on obtient du vin français aux racines américaines. Ou l'inverse, au choix. Quoi? Dans les biens français inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, on trouve des choses plutôt surprenantes, comme l'alpinisme, la transhumance, les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain, ou encore, tenez-vous bien, la tradition du tracé dans la charpente française. C'est un peu étrange, mais ça reconnaît un savoir-faire qui date du XIIIe siècle. Et évidemment, on n'oublie pas la gastronomie française. Tenez, prenons une légende sur l'origine d'un des fromages les plus emblématiques. Un berger de l'Aveyron, affamé, sort un morceau de pain, un petit morceau de fromage de brebis, mais au même moment, une jeune bergère passe devant lui. Bon, le bon charmeur, qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, il met son repas à l'abri dans une petite grotte et il décide de la suivre. Et puis, quand il revient, quelques jours plus tard, il constate que son fromage est moisi, mais puisqu'il a la dalle, paf, il découvre le roquefort. Selon cette légende, le roquefort existe à cause d'un gros charreau. L'ancêtre de la calculatrice est français. Il a été imaginé par Blaise Pascal et s'appelait la Pascaline. Il l'a mis au point alors qu'il n'avait que 19 ans. On n'a vraiment pas tous la même jeunesse, je me rends compte. Pourquoi le pont d'Avignon est inachevé? Mais c'est vrai que c'est bizarre de laisser ça comme ça en l'état. Eh ben, au cours de son histoire, il a subi plusieurs destructions à cause des guerres, de problèmes structurels, mais surtout à cause de la grande crue à la fin des années 1660. Ça a démoli une partie du pont et puisque c'était trop cher de le réparer, juste on l'a décidé de l'abandonner quoi. Wow. Une légende que j'adore, celle du nom de Carcassonne. Pour la faire courte, au 8e siècle, la cité est assiégée, ils sont à sec, il n'y a plus rien à se mettre sous la dent à part un cochon. La situation est désespérée, ça sent pas bon, mais c'était sans compter sur la bonne dame Carca. Elle a pris le dernier cochon, l'a envoyé valdinguer de l'autre côté des remparts. Les assaillants se sont dit, s'ils envoient des cochons, c'est qu'ils ont encore pas mal de vivres, on va jamais les affamer. Non mais cassons-nous, je pense que c'est mieux. Dame Carca, hyper contente, après son move de génie, a sonné les cloches de la ville, autrement dit, Carcassonne. Incroyable cette légende. Petite piqûre de rappel parce que j'en ai déjà parlé de temps en temps. Il existe actuellement 3 monarchies sur le territoire français. Les royaumes coutumiers de Ouvéa, Allo et Sigavé. Ils dépendent dans certains domaines de l'État français et possèdent donc un statut particulier. En 1131, l'héritier de Louis VI le Gros, Philippe de France, se promenait tranquillement à cheval dans les rues de Paris quand brusquement, son cheval a cabré, il est tombé, s'est fait écraser et est décédé le jour même. Et pourquoi le cheval a cabré? À cause d'un petit cochon qui passait devant lui. Donc qu'est-ce que les autorités ont fait? Édit royal qui décrète une interdiction pour les cochons de divaguer dans les rues, sous peine de finir en bacon. What about black cats? I'm just saying, like, were they banned too? Le muntjac de Reeves est un animal originaire d'Asie, mais une petite population a été localisée dans le centre Val-de-Loire, certainement échappé d'un parc animalier. Et ça inquiète un petit peu les spécialistes parce qu'il est considéré comme invasif. Pour vous dire, au début du XXe siècle, quelques individus seulement se sont échappés au Royaume-Uni. Aujourd'hui, il serait des centaines de milliers dans le pays. Ce symbole, que l'on trouve sur les passeports français, s'appelle le faisceau de licteur. C'est aussi un symbole utilisé par la présidence française et pourtant, il n'est absolument pas officiel. Et puisqu'on parle de présidence française, dans la commune de Saran en Corrèze, on trouve le musée du président Jacques Chirac, qui conserve tous les cadeaux personnels et diplomatiques que le président a reçus lorsqu'il était en fonction. Et vraiment, on y trouve de tout. Des sculptures, des maillots de sport, dont un qui porte son nom, un opinel, évidemment, pour couper la petite tranche de saucisson en toute occasion, ou encore un jeu de plateau très insolite. Léon Foucault est un physicien connu pour son expérience du pendule qui démontre que la Terre tourne sur elle-même. En gros, il a suspendu... Mais non, tout le monde sait, la Terre est plate, tout le monde sait ça. Un pendule à un point fixe, comme un bâtiment par exemple, et il l'a lancé. Sauf qu'au lieu de faire des allers-retours en ligne droite, sa trajectoire a changé progressivement. Et comme le bâtiment ne bouge pas, ça veut dire que le changement de sa trajectoire est dû à autre chose, en l'occurrence au mouvement de la Terre qui tourne sur elle-même. Et si vous allez un jour au Panthéon, vous y verrez le plus grand pendule de Foucault en France. Si vous allez plutôt au château de Blois, jetez un œil dans la chambre de la reine. Vous y verrez un tableau représentant Antonieta González, une petite fille du XVIe siècle atteinte d'hypertrichose. Elle et sa famille étaient connues dans les cours princières d'Europe car son père et 2 de ses frères et sœurs étaient atteints de la même particularité. Ils étaient considérés comme des curiosités de la nature et au cours de sa vie, Antonieta a même été offerte en cadeau diplomatique à un duc et une marquise. C'est unique comme histoire. En 2011, les nageurs Camille Lacour et Jérémy Stravius ont accompli l'exploit d'arriver premier ex aequo au championnat du monde de natation. Je sais pas si on se rend vraiment compte de la probabilité qu'un truc pareil. Yeah, that's true. That is incredibly rare.
since they do time by milliseconds, like it's 1.6.33. You know, it's like, what? Tie? That's unheard of. Same thing with racing. Track and field. When's the last time you saw an actual tie? On parle quand même d'un sport qui se départage au centième, mais bon, que voulez-vous? C'est le talent à la française. La répartition des arrondissements de Paris n'est pas du tout du hasard. Au contraire, ils sont placés en spirale, à l'image d'une coquille d'escargot, et ce pour une raison assez insolite. Lors des grands travaux d'Haussmann qui a complètement transformé Paris, mais la ville a été agrandie et les arrondissements ont dû être repensés. Le quartier riche devait initialement porter le numéro 13. Problème, à l'époque, l'expression « se marier à la mairie du 13e » signifiait habiter ensemble sans être mariés. Ah bah non, c'était beaucoup trop mal vu, donc inconcevable pour ses habitants. C'est pour ça que la configuration en spirale a été préférée, et le 13e, on l'a laissé à un quartier un peu plus pauvre, quoi. La bataille d'Austerlitz fait partie des grands événements de l'histoire de France, et pour célébrer cette victoire, Napoléon Ier a voulu faire ériger un monument inspiré de la colonne Trajane à Rome. C'est ainsi que la colonne Vendôme a été construite. Le bronze des canons ennemis a même été utilisé pour son élaboration. Et pour info, en 1871, lors de la Commune, la colonne a été détruite, avant d'être réparée quelques années plus tard. Le 5 de Beaucourt est un lézard qu'on pensait éteint, mais il a été redécouvert en 2003, juste à côté de l'île des Pins en Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, vraiment, cette petite île est fascinante de par son nombre d'espèces endémiques. Cette fourmi, par exemple, ne vit plus qu'à quelques petits endroits de cette petite île. L'armée française est une des seules à encore posséder des pigeons voyageurs. C'est surtout pour la valeur symbolique qu'ils représentent. Ils sont plus utilisés en période de conflit, mais ouais, le Mont Valérien abrite le dernier colombier militaire d'Europe. On y trouve donc naturellement un musée consacré à la colombophilie militaire, c'est-à-dire à l'utilisation de pigeons voyageurs pendant la guerre. Dans les années 80, une maladie inconnue se répand dans le monde et fait des ravages. On ne sait pas encore ce que c'est, alors on parle de virus de la panique. En février 1983, le VIH est pour la première fois observé au microscope dans les laboratoires de l'Institut Pasteur par Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi. Et ils ont reçu le prix Nobel de médecine en 2008. Et petit souci technique, on tourne la suite le lendemain, d'où le fort accord, l'un des monuments les plus vieux de France, et du monde aussi d'ailleurs. Eh ben il est breton. Il se trouve au nord de Morlaix à Plouézoc. Il s'agit du cairn de Barnenez, le plus grand mausolée mégalithique d'Europe. Il a été érigé il y a environ 6000 ans et renferme 11 chambres funéraires. En 2023, à Long Island, dans les Bahamas, l'apnéiste français Arnaud Gérald a battu son propre record du monde en plongeant à 122 mètres de profondeur en bipalme dans le trou bleu de Dean. En tout, sa performance a duré 3 minutes 35. Mais techniquement, un autre Français a battu ce record de manière épique, Guillaume Néry. En 2015, au championnat du monde à Chypre, il visait 129 mètres de profondeur, mais a fini par descendre à 139 mètres à cause d'une erreur d'étiquetage des balises. Non mais vous imaginez l'erreur de fou! Résultat, il s'évanouit en remontant et le record n'est pas homologué. Heureusement, tout s'est bien terminé pour lui. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu dans ce clip de Beyoncé. Et je vous conseille d'aller voir sa chaîne YouTube, ses films sont géniaux. Petit détour par un département que je porte dans mon cœur, Lyon, afin de vous présenter un événement que j'adorerais voir, le solstice d'été dans la basilique de Vézelay. C'est très précis, on est bien d'accord, mais tenez-vous bien. Aux alentours du 21 juin, l'architecture du monument est faite de manière à ce qu'un chemin de points de lumière se dessine dans la nef. C'est une prouesse qui date du XIIe siècle. J'espère que vous avez bien écouté cette date. Je l'ai visité plein de fois, cet endroit. Mais jamais autour de cette date, donc j'ai un peu le seum, j'ai envie de voir ça moi aussi. Si vous êtes plutôt du côté Grand Ouest de la France, vous avez aussi la cathédrale de C en Normandie qui connaît un phénomène assez similaire, mais au solstice d'hiver cette fois-ci, le 21 décembre à 13h45, c'est très précis. La rose sud se projette sur le mur nord, ça a l'air absolument magnifique. Après les marsupiaux sauvages de Rambouillet, voici les poneys sauvages du Pays Basque, les potioks. Alors autant un wallaby sauvage, bon, pourquoi pas, autant un poney. L'origine du potioc est super ancienne et selon une hypothèse remonterait même au paléolithique. On les reconnaît à leur ventre dodu, à leur fourrure épaisse en hiver et surtout au fait que tu peux les croiser dans la montagne, décontractés comme ça, à gambader sur les sentiers de randonnée. Le tombeau de Chateaubriand se trouve sur l'îlot du Grand B, uniquement accessible à marée basse. Et il s'y trouve d'après les volontés de l'auteur.
Malheureusement, l'érosion est intense et il va vite falloir le préserver ou le relocaliser. Le stéthoscope est une invention du médecin français René Laennec. Par contre, rien à voir avec la forme actuelle. Laennec utilisait une espèce de longue vue en bois. Celui que vous connaissez à notre époque, on le doit à l'américain George Kaman. Si vous êtes en vacances, pas très loin de Cagnes, dans le Calvados, vous pourrez éventuellement aller visiter le plus petit cimetière militaire de France. C'est simple, il n'y a qu'une seule tombe. C'est celle du lieutenant James Gerald Marshall Conroe. Il repose non loin du lieu où il a perdu la vie en 1944. Alain Robert est un grimpeur connu comme étant le French Spider-Man. Il a escaladé beaucoup d'immeubles sans aucune protection, rien du tout. Là, ce que vous voyez, c'est tout ce qu'il a escaladé à travers le monde. Les tours Petronas de Kuala Lumpur, la Willis Tower de Chicago, l'Istanbul Sapphire en Turquie, ou encore, évidemment, le Burj Khalifa. Le mec a grimpé 2 fois le Burj Khalifa, on parle de 820 mètres de haut. Alors ok, les 2 fois où il l'a fait, il était assuré, c'était des événements organisés, faut être un petit peu raisonnable, mais quand même. Parlons d'histoire au sens très général du terme. En 1968, l'île de la Réunion est secouée par l'affaire des Baba Michelin. Un agriculteur de la plaine des Cafres a assuré qu'il a aperçu une soucoupe volante avec à son bord 2 créatures qui ressemblaient au bonhomme Michelin. Ça s'invente pas, les gars. Ce qui rend cette histoire encore plus mystérieuse, c'est qu'on a trouvé un taux de radioactivité anormalement élevé chez cet agriculteur. Jusqu'à aujourd'hui, cet événement reste inexpliqué et intrigue toujours autant. Il y a très peu d'histoires d'ovnis dans cette partie du monde. Il existe une vieille querelle entre la France et l'Italie qui dure depuis plus longtemps qu'un soir de 2006. C'est ça, les tracés en rouge, ce sont des minuscules bouts de terre qui ravivent de temps à autre les tensions entre les deux pays. En gros, le Mont Blanc, c'est français, mais pour certains Italiens, il devrait être franco-italien. Du coup, techniquement, le toit de l'Europe est encore une zone contestée. Mont Blanc qui est en perpétuel mouvement. Son altitude varie selon les années, en fonction du vent, de la couche de neige, etc. La tendance est globalement à la baisse, avec une différence de 5 mètres entre 2007 et 2023. En 1066, Guillaume le Conquérant conquiert l'Angleterre, qui devient franco-normande. À partir de là, 3 langues ont coexisté pendant très longtemps là-bas. Le latin, parlé par le clergé, l'anglais, parlé par le peuple, et le français, parlé par l'aristocratie, évidemment. Pas mal, non? C'est français. Cette cohabitation va durablement influencer la langue anglaise. Sur un panel de 60 000 mots, 60% sont d'origine française. Et des mots comme cat, easy ou encore garden proviennent directement du normand. La montagne Noire se trouve à l'extrémité sud du massif central, à cheval entre le Tarn, l'Hérault, l'Aude et la Haute-Garonne. Je vous en parle parce qu'elle abrite un gisement de fossiles qu'on croirait inépuisable. En 2018, un couple de paléontologues amateurs y a découvert un ensemble de fossiles vieux de 470 millions d'années. Wow, c'est vieux. Avant d'être une marque de champagne, Dom Pérignon, c'est un moine. How in the hell do you look at something and go, this is not 450 years old. This is not 470 million years. No, this is about 460 million years. Ah, okay. I mean, come on. How do they actually know? Who's here to verify that? I don't know. Sometimes when they say that, like, oh, this is 52 million years old. What? How do you know it's 52 and not 51? I don't know. This is silly to me, but whatever. Et c'est lui qui aurait trouvé la technique pour faire mousser le vin et a inventé par là même le champagne. Je ne sais pas dans quoi il le buvait, mais certainement pas dans cette coupe bien plus moderne que son époque. Ce modèle précis est appelé Pompadour, car la légende veut que sa forme fut moulée à partir du sein de la marquise de Pompadour, la maîtresse favorite de Louis XV. Le tout premier satellite lancé par la France en 1960. Really? The very first satellite was launched by France? 5 s'appelait Astérix. On est un peu chauvin, mine de rien, comme peuple.
Dans la commune de Couëron, à quelques kilomètres à l'ouest de Nantes, se trouve la Maison dans la Loire. Une auberge qui a chaviré dans le fleuve sans que personne ne puisse rien faire. Enfin, ça c'est l'histoire que j'aurais imaginée si cette maison n'avait pas été une œuvre d'art. Elle a été installée à l'occasion d'une biennale d'art et pour le coup a vraiment chaviré avant d'être fermement ancrée dans la roche avec des pieux. Les Gaulois ont inventé la moissonneuse. Si aujourd'hui ça ressemble à ça, à l'époque c'était beaucoup moins intense. Un nouveau mystère français, la Sainte Ampoule. Selon la légende, il s'agit d'une fiole remplie d'une huile sacrée qui aurait été apportée par une colombe lors du baptême de Clovis. La fiole a été détruite pendant la Révolution française, mais une partie aurait été sauvée, rénovée et conservée par la ville de Reims au palais de Thau. Livia est une enclave espagnole sur le territoire français et elle se situe à 2 km seulement de Paris. Non, évidemment que non, elle est à moins de 2 km de la frontière espagnole. Si vous y allez, vous pourrez tomber sur les vestiges d'un forum romain. La ligne Maginot a été utilisée principalement entre 1935 et 1945, mais elle n'a été abandonnée qu'à la fin des années 60, après que la France se soit dotée d'une force de dissuasion nucléaire. Aujourd'hui, certaines parties sont devenues des propriétés privées ou rachetées par des communes, d'autres appartiennent encore à l'armée. Parmi les vestiges, il reste notamment l'ouvrage du Hackenberg, un fort qui abrite des kilomètres de galeries à 30 mètres sous terre. Dites-vous, à son apogée, plus de 1200 personnes pouvaient vivre dans cette ville souterraine. Il existe un pont entre la France et l'Amérique du Sud. Si vous allez sur Google Maps, sur la ville de Saint-Georges en Guyane, et que vous zoomez là, qu'est-ce que c'est? C'est pas un pont sur la frontière peut-être? Peut-être que je joue aussi un petit peu sur les mots, mais techniquement, le pont sur l'Oyapock relie bel et bien la France au Brésil, et donc la France à l'Amérique du Sud. Je vous avais fait une vidéo dédiée d'ailleurs où j'étais allé sur place et tout, elle est vachement intéressante, je vous la mets en description. Après l'enclave espagnole en France, l'enclave française en France. Ou plutôt l'enclave vauclusienne dans la Drôme. Il s'agit de ce petit bout de terre qu'on surnomme l'enclave des papes. Ça remonte à l'époque où les papes vivaient à Avignon et achetaient des terres un petit peu partout. Après la Révolution, l'enclave a été intégrée au Vaucluse, mais en 1800, certaines personnes du coin ont voulu rejoindre la Drôme, et voilà, l'enclave des papes est restée bien enclavée. Vous savez pourquoi on surnomme les policiers des poulets? Ça a une vraie raison et historique. What? You guys call your police chickens? We call them pigs. That's interesting. Pour toi, c'est des poules, et pour nous, c'est des cochons. En plus, lorsque la préfecture de police de Paris s'est installée dans ces nouveaux locaux, ceux de la caserne de la cité, c'est juste que cet endroit avait été bâti sur un ancien marché aux volailles. Et la population n'a pas manqué de leur faire savoir que c'était des poulets. Et si le coq est un symbole de la France, pour le coup c'est pas pour une histoire historique, c'est pour une histoire linguistique, c'est un jeu de mots. Gallus en latin, ça signifie à la fois coq, mais aussi gaulois. Ce n'est pas juste notre emblème, nous sommes des coqs. Et oui, le système métrique est une invention française. Et rien que pour ça, on devrait avoir le respect éternel. Non, parce que vous vous rendez vraiment pas compte du bazar dans lequel on vivrait si on n'avait pas harmonisé tout ça. Et je parle même pas du système impérial qu'on utilise aux États-Unis. Non, dites-vous, avant le système métrique, il pouvait y avoir autant d'unités de mesure que de villages en France. J'exagère un peu, mais juste un petit peu. Par exemple, le journal. C'était une unité de mesure. Ça correspondait à la surface du terrain qu'on parvenait à labourer en une journée. Donc forcément, mon journal, moi, hyper musclé, ne serait pas le même que mon voisin, pas du tout musclé. Le picotin, c'était l'équivalent d'une ration d'avoine pour un cheval. Il suffisait qu'il soit un peu vieux ou malade, il mangeait moins. C'est plus du tout la même mesure. Le palme. Vous connaissez le palme? Ça correspondait à la taille d'une paume de main. Autant vous dire que mon palme n'est pas le même que celui de Teddy Riner. Ça n'avait aucun sens les unités de mesure avant. Donc après la Révolution française, on a uniformisé tout ça et la planète entière a suivi. Bon, presque toute la planète. Il y a certains irréductibles. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé du canal de Suez quand même. Il s'agit d'une voie navigable artificielle qui relie la mer Méditerranée à la mer Rouge. Avant son inauguration en 1869, les navires devaient faire tout le tour de l'Afrique. C'était
un peu long et le canal de Suez était assez pratique, ça a fait gagner pas mal de temps. Sa création a été dirigée par un Français, Ferdinand de Lesseps. Ça aurait pu être un cocorico, on pourrait être fier, s'il n'avait pas été au sein d'un gros scandale de corruption quelques années plus tard. Scandale concernant le canal de Panama, cette fois-ci, dans lequel il était aussi impliqué. Voilà, ça a un petit peu desservi la crédibilité du monsieur. Le phare de Cordouan, qui se situe à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde, est en activité depuis 1611. Vous imaginez un petit peu plus de 4 siècles que son feu guide tous les navires. En 2023, la Terre a tremblé pas loin de chez moi. Je l'ai même ressenti. Naïvement, je croyais que les zones à risque, c'était autour des montagnes. Pourquoi subitement, La Rochelle et ses environs, ça devient la faille de San Andreas? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas signé pour ça, moi. Bon, alors j'ai regardé une carte. Et ouais, il s'avère que je suis au milieu de cette tache orange. Pas de bol quand même. Le fils de Louis XVI et Marie-Antoinette, Louis XVII, est mort à l'âge de 10 ans alors qu'il était retenu prisonnier à la tour du Temple. Il a été inhumé, comme l'atteste ce procès verbal, mais plusieurs théories ont émergé sur le fait que le dauphin aurait survécu. Au cours du 19e siècle, plein de mecs ont déclaré être le dauphin. Et l'un d'entre eux a même réussi à convaincre qu'il était Louis XVII. Je vous passe les détails, des analyses ADN modernes ont été faites. Louis XVII semble bien être mort à la tour du Temple. Ça n'empêche pas certains de relancer le débat de temps en temps. Vous pensiez que vous alliez échapper aux petits faits sur les insectes présents en Guyane et nulle part ailleurs sur le territoire français? Faut bien que je passe mon département natal de temps en temps, et c'était une vraie passion à l'époque. Moi, quand j'avais 14 ans, après le lycée, c'était épisode de Yu-Gi-Oh à la télé, et puis construction de terrarium, élevage de migales. Mais je m'amusais bien, hein, vraiment. C'est un gamin incroyable, toutes les écoles spécialisées se l'arrachent. Et parmi les insectes que j'ai pu observer, il y avait l'Acrocinus longimanus et ses longues pattes avant. Le Titanus giganteus, évidemment le plus grand coléoptère du monde. Hein. Le Rhinostomus barbirostris, que j'adore avec son petit... Yeah, tu adores? Ok. Ok, tu peux adorer. Et moi, non, j'adore pas. Rostre barbu. Ou évidemment mon préféré, le Jackie tuning des insectes, Macrodontia. Ton préféré? That looks like a very friendly insect. Do you guys have lantern bugs? They call them lantern bugs over here. They destroy trees and plants. Lantern bugs. You got those in France? What about love bugs? You know, we have this shit now called love bugs. They land on your face. I'm not even making this up. They bite you in your face. And when they bite you, they defecate. They shit in your face. And then when you scratch it, it goes into your bloodstream. And it can kill you. It messes you up big time. That's what's going on here in like 3 or 4 states right now. Yeah, they're already making it endemic, right? What do they call it? It's not a pandemic, it's an endemic. Anyway, there's some shit about to go down over here in the United States. And as usual, as always, I think they both come from Asia. Bicornis, s'il vous plaît. On a de belles bêtes chez nous quand même, faut le reconnaître. Les arènes de Lutèce sont un amphithéâtre gallo-romain situé en plein cœur du 5e arrondissement de Paris. Mais à la base, c'était un amphithéâtre. Et ce complexe n'a été redécouvert qu'au 19e siècle. Voltaire était un sacré filou. À son époque, Paris a organisé une loterie pour renflouer un peu les caisses. Sauf que le montant du prix de tous les billets était inférieur à tout ce qu'il y avait à gagner. Voltaire, il est smart. Il a pris un pote mathématicien, ils ont fait leurs petits calculs, ils ont acheté tous les billets pour être sûr de gagner, et ils sont devenus richissimes. Non loin de la plage de Poé, en Nouvelle-Calédonie, se trouve la faille de Poé. C'est une merveille de la nature absolument magnifique, et cette faille existe car avant s'y trouvait le lit d'une rivière profonde d'une 20aine de mètres, et maintenant c'est devenu une sorte de canyon sous-marin. Nicolas Flamel, on voit à peu près qui c'est, c'était un alchimiste qui aurait réussi à fabriquer la pierre philosophale. Une pierre aux propriétés incroyables, il n'y a pas d'autre mot, capable de changer les métaux en or, en argent, et surtout capable de rendre immortel. Je suis donc désolé de casser le mythe, mais Flamel n'a jamais été alchimiste. Et la théorie la plus probable sur l'origine de cette rumeur, c'est qu'elle viendrait de lui-même. Il a amassé pas mal d'argent d'une manière assez peu respectable pendant sa vie, alors il a préféré raconter des histoires par-ci par-là, afin de détourner un petit peu l'attention. Et petite info bonus, son ancienne demeure est la plus vieille maison datée de Paris, 1407. Cocorico, la France redevient championne du monde
lave de pâté croûte et truste le podium. Non mais quoi de mieux pour finir ce 77 en beauté? Mais attendez, vous vous rendez pas compte? Ça faisait 3 ans d'affilée que le Japon remportait la victoire. C'était l'événement de l'année 2023, cette victoire française. Et l'édition 2024 est en pleine préparation. Alors, si vous êtes un spécialiste du pâté en croûte, inscrivez-vous. I mean, I've had pâté, but pâté en croûte? Jamais. Lancez-vous et tenez-moi au courant. La finale de l'édition 2024 aura lieu à Lyon le 2 décembre. Vive le pâté en croûte. Bon, c'est déjà la fin de la vidéo. C'est passé vite, hein, c'est vrai. Vous l'avez aimé? C'est français. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous pensez avoir été lésé parce que j'ai pas parlé de votre monument préféré, de votre événement favori, pas de panique les gars. Partagez-le en commentaire, c'est fait pour ça. Qui sait? On en reparlera peut-être dans un autre épisode. Allez, à très vite. Salut Internet. Salut Internet. Excellent. Great video. I don't know if it's all 100% facts. Who knows? Some of you may say, no. He's wrong about this. He's wrong about that. But listen, at the end of the day, we got 77 facts. Why 77? Pourquoi? Why not 80? Why not 50? Why not 80? Why 77? That's a weird number to stop. You telling me that France doesn't have 3 more facts that he could have said to make it 80? You know what I mean? Just saying. Okay, anyway. I mean, my brain is just, there's so much information just went in, and the way my brain works, maybe half has been obtained. The other half was, what did he just say? What? Who? But anyway, interesting stuff. I think I only knew like 3 things. That's terrible. I only knew like 3. What about you French people? Huh? What about les Français? Combien? Tu savais? Huh? Don't lie. Ne mens pas. Attends. Ne mens pas. Ne mens pas? Combien tu savais? Mm-hmm. Okay, anyway though, it's good stuff. And hopefully the ones you didn't know, you learned something too. A lot of information about France. A lot of information. Usually, it's not all about food, you see? There's a lot of other shit going on in France for centuries. Centuries. Well, anyway, good stuff. And I don't even know I don't even know how old this request is, so I'm sorry. But hey, I got to it. You see? I do put them up there. I put the link up there, and it stays there. As long as my computer doesn't crash, it's there, and I get to it sooner or later. Okay? Take care. Peace out. À la prochaine.